RTCI nous réunit. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Exactement 8h sur les ondes de la chaîne Inter, dans le vif du sujet avec Anis Maraï tous les lundis et mercredis de 8h à 8h30. Bonjour Anis. Bonjour Afef, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Alors, comment ça s'est passé la nuit ? La nuit a été vraiment chaude avec des résultats préliminaires. Donc on parle bien évidemment des élections présidentielles américaines. Et la nuit n'a pas été de tout repos pour le peuple américain. Les résultats sont en train de tomber et aux premières vues, il paraît que Donald Trump sera... ou serait, on parle au conditionnel parce que les résultats sont préliminaires, serait le prochain président des États-Unis. On va parler des élections présidentielles américaines, on va parler aussi des élections des chambres du représentant, parce que ce n'est pas uniquement des élections présidentielles. Et on ira aux États-Unis, tout à fait, dans le Connecticut, sur la côte est des États-Unis, tout près de l'État de New York, en bas de l'État de Massachusetts, où le journaliste tunisien Mohamed El-Hammami, établi là-bas depuis quelques temps, nous livrera les dernières informations par rapport à ce scrutin. Alors, si vous permettez, Anis, évidemment, on va donner quelques chiffres. Alors, selon le site de la CNN, il y a toujours une avance pour Donald Trump de 247 grands électeurs contre 215 pour Hillary Clinton. Par contre, quand on visite ou on voit le site du New York Times, là, on est à 264 pour Donald Trump contre 218 pour Hillary Clinton. Toujours pour la chambre des représentants, 49 pour les républicains et 47 pour les démocrates. Alors, si tu permets, Afef, je voudrais bien expliquer pourquoi 240, pourquoi 244, pourquoi Alors, ce qu'il faut comprendre avec le système électoral américain pour les présidentielles, c'est un système d'une particularité unique au monde, pour la simple raison que c'est un suffrage universel indirect. Alors, j'essaie d'expliquer. Oui. Aux États-Unis, lorsque les électeurs américains de plus de 18 ans vont voter, c'est vrai qu'ils vont voter aussi bien le président que son colistier, c'est-à-dire qui sera le vice-président. D'accord. Et durant cette élection-là, il y avait 6 candidats, mais les deux qui sont les plus en vue, ce sont les deux, Donald Trump et Hillary Clinton. Les Américains, c'est vrai qu'ils votent. Mais ce ne sont pas eux qui élisent le président des États-Unis. C'est les grands électeurs. Exactement, voilà. Les grands électeurs et ce qu'on appelle le collège électoral. Oui. Le collège électoral. Alors, c'est quoi les grands électeurs ? Oui. En fait, les grands électeurs, ce sont des personnalités qui sont mandatées par les partis les plus importants, et qui représentent finalement, je dirais, la composition des deux chambres au Parlement américain. Vous savez que le Parlement américain, il est composé d'un Sénat, ce qu'on appelle le système bicaméral. Le Sénat, qui comporte 100 sénateurs, 2 pour chaque État, et puis 435 députés aux chambres des représentants. Plus 3 députés qui représentent le district de Columbia et le district de Washington. Au final, nous avons 538 grands officiels. Ces 538 grands officiels, ils sont représentés, ils ont, je dirais, leur analogie au niveau des grands électeurs, et nous avons 538 grands électeurs. Voilà, nous avons 538 grands électeurs. Alors, ces électeurs-là, pour qu'un président des États-Unis arrive premier, il faut qu'il récolte la moitié plus 1. Oui, 270. Voilà, donc c'est le numéro magique, c'est 270.
C'est pour cela que finalement donc celui qui glannera 270 grands électeurs donc sera le prochain président des États-Unis, et c'est pour cela que nous sommes en train de voir que Donald Trump, il est, je pense, à 16 électeurs. Mais on annonce déjà une victoire de Donald Trump. On doit juste la vérifier, mais on a avec nous déjà Mohamed Diye El-Hamemi qui va nous dire davantage. Oui. Voilà, donc Mohamed Diye El-Hamemi de Middletown au Connecticut qui est avec nous. Mohamed Diye, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais qu'il est 3h du matin aujourd'hui là où vous êtes à Middletown. Alors, comment la nuit s'est passée pour vous? Bonjour, merci pour l'invitation aussi. En fait, la soirée continue jusqu'à maintenant. On a toujours des personnes en train de regarder, d'attendre l'annonce officielle des résultats des politiques. Et peut-être il y aura un discours de Donald Trump. Excusez-moi, on va essayer de vous rappeler parce qu'il y a un parasite énorme au niveau donc de la ligne. Hein. On vous rappelle tout de suite. Et voilà donc pour les derniers résultats, on annonce 266 voix pour Donald Trump contre 218, donc il lui reste 4 voix requises. Il lui reste 4 voix et il y a des États qui n'ont pas été encore, donc on n'a pas encore donné les résultats de certains autres États. Voilà. Ouais. Alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Certains, on va dire, les Américains n'ont pas vu venir cette victoire. Moi, je pense que les plus avertis auraient parié sur Donald Trump et non pas sur Hillary Clinton, parce que de par le monde, on est en train de revenir à une doctrine nationaliste. Alors, on essaie de voir un peu ce qui se passe en France, on essaie un peu de voir ce qui se passe en Autriche, on essaie de voir un peu ce qui se passe en Grande-Bretagne. Il y a un retour vers le nationalisme. C'est vrai que Donald Trump est une personne sulfureuse, c'est une personne donc qui défraye la chronique avec, je dirais, des insultes, avec des prises de position pour le moins très désavantageuses a priori pour lui, mais il est en train de profiter un peu donc de ce qui est en train de se passer dans le monde, la peur que suscite la réaction des Américains dans le monde, et c'est un courant nationaliste qui est en train, donc il a joué sur cette fibre-là, et bien entendu, là, il est, tu me dis que ça vient de tomber. Oui, non mais Mohamed Diye El-Hamemi, il est avec nous, rebonjour, ou on va vous dire bonsoir. Bonjour aussi à Clétal, parce que c'est 2h du matin, donc on peut dire toujours bonjour. En fait, donc je disais que la soirée continue, donc il y a toujours des gens qui sont en train d'attendre peut-être un discours de Trump. Mais c'était une grande surprise pour tout le monde, parce que ce matin, ou plutôt jusqu'à la clôture des bureaux de vote, des stations de vote, des bureaux de vote, les projections montraient donner à Hillary Clinton plus de 80% de chances de gagner les élections. Et depuis que les bureaux de vote ont fermé, les pourcentages ont commencé à décroître jusqu'à montrer que Donald Trump a plus de 95% de chances de gagner les élections. Et donc, pour décrire la tension entre les électeurs américains, ici, je pense que l'environnement est vraiment tendu, parce qu'on ne s'attendait absolument pas à ça, et tout simplement parce que les gens ne font pas vraiment confiance à Trump. Mais en fait, la stratégie que Trump a choisie, c'est de s'adresser à la classe moyenne et en s'attaquant à l'élite. Et lorsqu'on regarde les circonscriptions où Donald Trump a gagné, on peut facilement remarquer qu'il a gagné les circonscriptions rurales, alors que Hillary Clinton à se focaliser sur les villes. Voilà, alors Diye, pour interagir avec vous, justement, là, on essaie d'expliquer aussi qu'il y a des fiefs pour les démocrates, il y a des fiefs pour les républicains, il y a aussi ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui basculent parfois
chez les démocrates, parfois chez les républicains. Et la dernière, je dirais, le dernier coup de massue que vient d'avoir Hillary Clinton, c'est la Floride. Eh bien, la Floride est tombée dans l'escarcelle donc des républicains. Je me rappelle que la Floride a été aussi annonciatrice de la victoire de Bush, donc fils. Exactement. Voilà, de Bush fils devant Al Gore, je pense. Hein, donc devant Al Gore en 2000, je pense. Hein, en 2000. Et voilà, donc la Floride et les autres swing states, si vous nous donnez un peu donc les swing states pour qui ont voté. Donc en fait, dans le cas de la Floride, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Américains ne font pas vraiment confiance au vote de la Floride, parce qu'il peut changer d'un moment à l'autre. Parfois, ils votent pour les républicains et parfois ils votent pour les démocrates. Et d'ailleurs, le pourcentage entre les votes obtenus par Clinton et Trump, il n'y a pas de grande différence. Le pourcentage est très proche l'un de l'autre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en même temps, en fait, ils choisissent non seulement leur président et le vice-président, mais aussi ils choisissent des hauts fonctionnaires de l'État. Il suffit de voir ça. Donc ils choisissent les shérifs, ils choisissent des juges, ils choisissent ce qu'ils appellent le Attorney General. Et il y a même une sorte de référendum pour modifier certains articles de la Constitution de la Floride. Donc lorsqu'on parle des élections américaines, on a tendance généralement à parler des élections présidentielles. En fait, en réalité, c'est beaucoup plus large que seulement des présidentielles. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a certains États que les démocrates ont généralement la tradition d'obtenir ou de gagner. Donc, et ils n'ont pas réussi à le faire. Et comme par exemple, Pennsylvania, généralement, c'est un État, c'est un swing state. Et Trump a gagné avec une marge de... il a remporté les votes, oui. Exactement, c'est l'un des quatre États où les résultats finaux viennent d'être déclarés. Oui. Il y a aussi d'autres États importants que Hillary Clinton devait gagner pour pouvoir garder ses chances de gagner les élections et qu'elle a fini par perdu, comme par exemple l'État de Ohio. Oui. Ou Michigan, ou même la Caroline du Nord aussi. Les républicains, les démocrates ont perdu. Donc, grosso modo, à partir de 10 heures du soir ici, c'était de plus en plus clair que Donald Trump avait gagné les élections. Mais ce qui est intéressant, c'est que on commence à voir les réactions. Déjà, il y a des sortes de propos racistes qu'on commence à voir entre les gens. En même temps, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a une partie de la communauté originaire de l'Amérique latine. Les latinos, oui. Oui, voilà, qui se sentit vraiment dans une situation inconfortable. Donc, ils ont quitté la salle où je suis les élections. Oui. Donc, en fait, parmi les risques les risques internes, parce que le risque sera aussi au niveau international, parmi les risques internes posés par la victoire phénoménale des républicains, parce qu'ils ont gagné les trois branches du gouvernement américain, la présidence, le Sénat et la Chambre de représentants. Justement, je voudrais qu'on parle un peu de ça aussi. Un autre fait très important. Aujourd'hui, vous venez de le dire, donc il y a eu les élections présidentielles américaines. Il y a eu aussi donc les élections, je dirais, des chambres de représentants également. Et puis, le Sénat est aux mains des républicains. Donc là, il paraît qu'on va y aller pour un triplé pour les républicains. Exactement. En fait, c'était relativement attendu parce que déjà, les républicains contrôlent déjà une partie du branche du gouvernement. Il y a seulement la présidence actuellement qui est dominée par les démocrates à travers Obama. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que
les républicains auront vraiment un chemin ouvert devant eux pour faire passer toutes les réformes qu'ils veulent, vu qu'ils auront les trois branches du gouvernement. Et par contre, le risque n'est pas seulement au niveau institutionnel, mais il est aussi au niveau social, parce que le discours assez radical et xénophobe du nouveau président américain Trump, et même de son nouveau secrétaire d'État qui normalement devrait être nommé dans les prochains mois, et c'est la personne à l'origine de l'idée du scan ou de la vérification en fait, des politiques anti-immigration et islamophobes. Et donc, lorsqu'on a des leaders politiques aussi radicaux, une partie de la population américaine qui est historiquement raciste a tendance à se sentir dans une situation plus confortable, et il y a un risque de réémergence du racisme qu'on a vu un peu se diminuer sous la période d'Obama. Et donc ça, c'est risque au niveau interne. Oui. Mais au niveau international, le risque est encore plus élevé. On commence à voir par exemple la réaction des marchés, l'augmentation phénoménale du prix de l'or. On commence à voir ça parce que vu que l'or généralement c'est une commodité de refuge. Oui. Les gens commencent à avoir moins de confiance au dollar américain, donc ils ont tendance à investir dans l'or. Et déjà, Vivek, Wall Street hier a terminé sur une baisse très très importante. Donc l'indice Dow Jones et le Nasdaq aussi, ils ont terminé donc sur une baisse. Il y a eu une frayeur, il y a eu une appréhension donc de ce vote-là. Elle va se confirmer. Je pense qu'aujourd'hui aussi, donc le réveil va être difficile pour Wall Street. Justement, restons sur la question économique. Alors vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Vous avez dit que c'était le vote populiste contre le vote élitiste. Donc voilà, populiste pour et xénophobe, nationaliste pour Donald Trump, et donc élitiste pour Hillary Clinton. C'est pour cela que les swing states, notamment au milieu, donc au centre des États-Unis, on parle de Dakota, Caroline du Nord, donc et tous ces États, là où le conservatisme est très important, là où le revenu n'est pas très important par rapport donc aux côtes ouest et est. Justement, sur le plan économique, qu'est-ce qui a différencié donc le programme économique de Donald Trump, donc de celui de Hillary Clinton? Donc en fait, Donald Trump, il se focalise essentiellement sur le risque que représentent les travailleurs étrangers qui viennent aux États-Unis. Donc l'idée qu'il essaye de faire passer dans les classes populaires américaines, c'est que ce sont les étrangers qui sont en train de, entre guillemets, voler l'emploi des autres. Et en même temps, il est en train d'attaquer les accords de libre-échange déjà précédemment signés par les États-Unis, comme par exemple l'accord avec le Canada, en disant que ce genre que l'ouverture des États-Unis envers l'étranger a tendance à laisser les capitaux américains sortir et investir ailleurs. Et donc, il veut attirer les investisseurs américains pour qu'ils créent de l'emploi aux États-Unis et non pas ailleurs. Et ils utilisent le même argument pour dire qu'il faut réduire les impôts en se basant sur la logique que une réduction de l'impôt pourrait attirer l'investissement, qui n'est pas nécessairement correct lorsqu'on voit que dans une économie mondiale où il y a énormément de paradis fiscaux, on peut mettre l'argent en payant zéro impôt. Donc il n'y a pas nécessairement de raison pour laquelle on investirait aux États-Unis où dans pas mal d'États on paye des impôts. Donc en fait, grosso modo, c'est ça les grandes lignes de la politique économique de Donald Trump. Mais la manière dont il est critiqué, c'est que en fait, il n'a pas vraiment de politique économique assez développée. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer au niveau de la politique étrangère américaine économique et au niveau de l'économie interne. Et je pense que dans les prochains mois, on va commencer sûrement à comprendre et à voir les traits de la politique économique de
de Trump qui n'est pas assez visible et clair jusqu'à l'instant. Et d'ailleurs, c'était l'argument qui était présenté par les démocrates. Ils critiquaient Trump en disant qu'il parlote, entre guillemets, sans avoir de réel programme. Et en réalité, je pense que la manière dont le système politique américain fonctionne, la manière dont toutes les politiques et la préparation des politiques est institutionnalisée, fait en sorte que les républicains auront toujours des politiques économiques et des réformes prêtes. Et d'ailleurs, juste pour info, dernièrement, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient pour une organisation non gouvernementale qui faisait du lobbying. Ils se préparaient déjà pour le lobbying, pour faire passer des lois démocrates au cas où les démocrates gagneraient les élections. Donc les lois sont déjà en quelque sorte prêtes, mais il n'y a pas vraiment de débat dessus parce qu'on s'est vraiment focalisé sur la question d'immigration, la question du risque terroriste et la question des scandales liés soit aux emails de Clinton, soit aux vidéos de Trump où il avait des propos misogynes et même, je dirais, sexuels et qui pourraient être même... Et d'ailleurs, pour confirmer vos propos, hier, le New York Times a publié sur 2 pages donc, de la version papier de son journal donc, toutes les citations rafef xénophobes, tous les dérapages donc, de Donald Trump, et ça a pris quand même 2 pages de New York Times en version papier. Alors, oui. Et d'ailleurs, juste une info là qui vient de tomber pour Hillary Clinton, de nez perdante dans la course à la Maison-Blanche. Selon des résultats provisoires, elle ne s'exprimera pas dans la nuit. Donc, John Podesta, le président du comité de campagne de la candidate démocrate, a demandé à ses partisans de rentrer chez eux, expliquant qu'il fallait attendre la fin du dépouillement de toutes les urnes. On annonce à 267, ils sont encore à 267 contre 218. Il est à 3 voix, Donald Trump, de la victoire. La question qui se pose aussi, qu'est-ce qu'on fait si nous sommes à 269 chacun? Donc ça peut arriver, ça n'est jamais arrivé, mais arithmétiquement, donc on pourrait l'être, et ça c'est une autre configuration. Oui, en fait, dans cette situation, au cas où aucun des candidats n'arrive pas à avoir les 270 votes électoraux, les points dont ils ont besoin de devenir président, le vote passe à la Chambre des représentants. Et c'est la Chambre des représentants qui élit le président. Mais je pense pas que ça va se passer parce que le seul candidat qui essaye de faire ça, c'est Matt Mullen de l'État de l'Utah, où sa campagne est essentiellement basée sur cette idée-là. Le candidat indépendant, hein? Oui, c'est un candidat indépendant, mais indépendant, mais idéologiquement conservateur de l'État de Utah, et il s'est seulement présenté pour les élections de l'État de Utah. Il n'a pas fait campagne ailleurs, et son seul objectif c'était de bloquer les élections américaines et pour faire passer le vote au niveau de la Chambre des représentants. Villet, alors, vous êtes sur place. Est-ce que Hillary Clinton, elle a encore des chances pour remporter ces élections? Non, absolument pas. D'accord. Non. Voilà, donc tout a été joué. La manière... Oui. En fait, la manière dont les Américains décident, ou plutôt savent si un candidat va gagner ou pas, ils se basent essentiellement sur des modèles mathématiques où ils mettent les données déjà existantes et ils font des projections. Donc tous les modèles actuellement existants, ils donnent plus de 90% à Tout à fait. Et donc les seuls États qui sont pour le moment, en fait, on connaît la tendance des votes dans tous les États. Les seuls États où on ne connaît pas vraiment les résultats finaux, c'est le seul État, c'est l'État d'Alaska. Il y a peu de monde, il y a peu de monde. Donc. En fait, il y a un nombre assez intéressant. Surpris, il y a plus de 100 000 personnes, mais c'est insignifiant parce que l'État d'Alaska ne représente que seulement
3 grands électeurs. Oui. 3 grands électeurs. Ben voilà. Non, pas 3 grands électeurs, mais ce qu'ils appellent les votes électoraux. Oui. Oui. C'est-à-dire le nombre de points qui comptent pour chaque État. Oui. Mais non, en fait, c'est quasiment... Les carottes sont cuites pour Hillary Clinton. Alors, ma dernière question, Mohamed El Hamemi, est par rapport donc à la politique étrangère américaine. Alors, justement, Donald Trump a un discours va-t-en-guerre, carrément. On a entendu, donc, je dirais, ses déclarations par rapport à l'allié principal des États-Unis au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, que c'était une vache qu'il fallait donc abattre une fois son lait donc asséché. Il y a pas mal donc de déclarations incendiaires dans ce sens. Pensez-vous que les lobbies existants puissent aller dans le même sens ou autoriser donc Donald Trump à avoir une politique étrangère qui, paraît-il, va être chaotique pour les États-Unis? En fait, historiquement, la dernière fois où les républicains ont dominé les 3 branches du gouvernement, c'était sous George Bush fils, et ensuite ce qui s'est passé pendant son mandat, et le président la période juste avant, c'était sous Eisenhower, le président qui a inventé le complexe militaro-industriel américain. Et donc généralement dans ce genre de situation, les républicains peuvent facilement aller en guerre, mais la question qui se pose ici, c'est que Donald Trump, dans son discours, pendant sa campagne électorale, il disait que les États-Unis doivent garder un contrôle sur la région à travers une alliance avec certains États. Mais on ne sait pas de qui est-ce qu'il parle exactement, parce que historiquement, l'Arabie Saoudite a été l'allié des États-Unis, mais comme vous avez vu tout à l'heure, il a critiqué l'Arabie Saoudite, mais en même temps, on a vu qu'il a rencontré Al-Fattah Sisi, le président égyptien. Le président égyptien. Il y a aussi le roi Salman de Jordanie, qui a toujours été allié des États-Unis. Donc la question qui se pose, est-ce que c'est suffisant pour eux de travailler avec ses alliés dans la région? Je pense que non. Il est fort probable que les États-Unis continuent leur offensive dans certains pays, sachant qu'actuellement les États-Unis sont impliqués sont en train de bombarder entre guillemets 5 pays. Il y a l'Afghanistan, Irak, Syrie, Libye et je crois que aussi le Yémen, ça s'est passé récemment. Donc dans 5 pays déjà, ils sont impliqués dans 5 guerres, que ce soit des guerres directes ou des guerres proxy. Donc la situation risque d'empirer en fait. Et Donald Trump, d'après Donald Trump, les États-Unis pourraient faire une alliance avec la Russie, mais je ne pense pas que la Russie pourrait faire confiance au président Trump, non pas au candidat Trump. Même s'il a des propos en faveur de la Russie, et il est moins hostile envers la Russie que Hillary Clinton. Oui, donc, en fait, oui, excusez-moi de vous interrompre, mais une question très importante aussi, les relations entre la Tunisie et les États-Unis. Alors, depuis, on sait que les démocrates ont aidé la Tunisie à sortir sur les marchés internationaux, notamment sur le plan financier, pour garantir un prêt de 500 millions de dinars. Alors, les républicains seront dans cette optique-là. Comment ils appréhendent donc éventuellement les aides pour les pays en voie de développement, notamment la Tunisie, qui, je ne sais pas si elle continue pour eux à être une start-up donc démocratique. En fait, c'est une très bonne question et c'est assez difficile de répondre à cette question, tout simplement parce qu'il y a plusieurs paramètres. D'une part, si on a un gouvernement qui veut plutôt réattirer les capitaux américains et en les encourageant à investir aux États-Unis et non pas dans d'autres pays, on pourrait voir une diminution de la volonté américaine à soutenir les investisseurs américains pour s'implémenter en Tunisie, numéro 1. Numéro 2, en termes d'aide, il faut admettre que les États-Unis ne sont pas vraiment en train de donner une grande enveloppe à la Tunisie en comparaison. C'est vrai. Historiquement, donc numéro 1, donc ils sont en train plutôt de des garanties lorsque la Tunisie veut
lever des fonds sur le marché financier international. Et dans ce cas-là, on pourrait plutôt répondre à la question en regardant l'histoire entre les États-Unis et la Tunisie depuis l'indépendance de la Tunisie. Donc, la Tunisie, historiquement, a été toujours considérée comme étant un allié des États-Unis, vu que la Tunisie... Des relations historiques aussi, oui. Exactement, les relations historiques, vu que la Tunisie n'a jamais essayé vraiment de rejoindre le bloc de l'Est. Oui. Et même lorsque la Tunisie, la Tunisie avait des problèmes à un certain moment avec l'Algérie et la Libye, elle a demandé de l'aide aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si les relations historiques peuvent survivre à ça. Et là, j'emprunte ce que Bourguiba a dit lorsque les États-Unis ont refusé de dénoncer l'attaque israélienne en Tunisie. Il a dit que c'était un challenge pour la relation tuniso-américaine et que les relations américaines peuvent survivre au choc. Voilà. Je ne sais pas si les relations tuniso-américaines... Je pense que, vu l'élite politique tunisienne qui a tendance à être en quelque sorte pro-américaine, a tendance à garder les relations, à faire en sorte que les relations soient sauvegardées. Voilà. Et d'autre part, ce que je sais d'après certaines sources, mais c'est toujours à vérifier, c'est que certains partis politiques tunisiens influents gardent en plutôt de bonnes relations avec le parti républicain et non pas le parti démocrate. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mohamed Vieh Hamemi en direct. Merci à vous. Il était en direct avec nous, Afef, de Middletown, donc une ville du Connecticut sur donc la côte est des États-Unis. Et nous le remercions infiniment pour donc tous ces éclaircissements qu'il vient de nous donner. Voilà, c'était spécial élection américaine sur RTCI. Et en fait, on garde toujours 266 voix pour Donald Trump contre 218 pour Hillary Clinton en ce qui concerne les présidentielles. Mais sans illusion. Et puis les républicains conservent le Sénat américain avec 51 sénateurs. Avec 51 sénateurs contre 47 pour les démocrates. Et la Chambre des représentants. Et la Chambre des représentants avec 234 quand même contre 178. 218, il fallait juste 218 sièges. Donc le grand chelem pour le parti républicain, une autre étape dans le monde qui va commencer avec donc ces élections-là. Merci beaucoup Enis. Merci à toi. On vous retrouve lundi prochain. Voilà, lundi dans le vif du sujet. RTCI nous réunit.